Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au concours ENSAM 2023. J'ai choisi la partie 2 des questions précises. Ici, j'ai écrit vidéo 1. On va faire vidéo 2 dans la même question précise, dans la même partie 2 des questions précises. Donc, je commence par la première question, Q16, Q17, puis Q18, Q19 et Q20. Je commence donc par la première question, Q16. Une enquête faite auprès d'une population étudiante d'un campus révèle. La population féminine représente 40% de la population totale. 60% possèdent des compétences en soft skills et 20% des garçons sans compétences. Quelle est la probabilité pour qu'un étudiant interrogé au hasard soit sans compétences? Alors, pour symboliser ces situations, je nomme C, l'événement étudiant avec compétence, F, l'étudiant est une fille, C bar, étudiant sans compétence, G, l'étudiant est un garçon. Donc, cette situation, je calcule donc les probabilités de ces quatre événements. Alors, on a donc par donnée et la probabilité pour que le garçon interrogé soit une fille, c'est 40%. Voilà, nous avons 40% des filles. Est égal donc 2/5. La probabilité pour que l'élève interrogé soit un garçon, c'est la probabilité de l'événement contraire de F, c'est-à-dire 1 moins 2/5 est égal à 3/5. Bon, nous avons ici cette phrase. La population féminine représente 40% de la population totale. 60% possèdent des compétences en soft skills, des filles. 60% des filles, c'est-à-dire c'est la probabilité conditionnelle pour que l'étudiant interrogé ait des compétences, sachant que c'est une fille. Elle est égale donc à 60%, égale donc 3/5. Et ici, nous avons encore 20% des garçons sans compétences, c'est-à-dire c'est la probabilité pour que l'élève interrogé soit sans compétence, sachant que c'est un garçon. C'est la probabilité conditionnelle de C bar, sachant G est égal. Donc 20%, 20 sur 100 est égal à 1/5. Donc cette situation se résout facilement avec le diagramme en arbre. Alors si on considère le diagramme en arbre suivant, donc point de départ, l'élève choisit, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Dans le cas aussi une fille, soit il admet des compétences, soit il n'admet pas de compétences, que nous avons signalé par C bar. Et aussi encore, sachant que c'est un garçon, soit il va avoir des compétences, soit il ne va pas avoir de compétences. Voilà, donc la probabilité demandée, c'est de calculer que l'élève interrogé soit sans compétence, c'est-à-dire la probabilité de C bar, P de C bar. Donc on constate que C bar ici, nous avons ici C bar et ici encore C bar, donc la probabilité de cet événement, c'est-à-dire la probabilité de C bar inter F, c'est 2/5 multiplié par 2/5 est égal à 4 sur 25 en utilisant les propriétés que vous connaissez déjà. La probabilité d'un résultat est égale au produit des probabilités des chemins qui mènent à ce résultat. Voilà. Et de même, dans ce résultat-là, la probabilité de ce résultat de C bar est égale à la probabilité des chemins qui mènent à ce résultat. P2 est égal à 3/5 multiplié par 1/5 est égal à 3 sur 25. Et par suite, la probabilité totale de C bar, c'est P1 plus P2.
Donc, la probabilité demandée est P de C bar est égal P1 plus P2 est égal 4 sur 25 plus 3 sur 25 est égal à 7 sur 25. Je passe donc à la question Q7. Une société de voyage marocaine propose aux touristes pressés une formule. Le Maroc en 8 jours. Il s'agit de visiter 4 villes principales en passant par 2 jours dans chaque ville. Ces villes sont Meknes, Fès, Taja, Rabat, Marrakech et Agadir. Suivant le goût de chaque client, quel est le nombre grand N de formules possibles? Donc ici, chaque formule est un choix de 4 villes parmi les 6 villes. Bon, ici, j'ai travaillé dans le cas où il y a un ordre, c'est-à-dire un touriste peut choisir de passer à Marrakech avant Meknes, un autre fait le contraire. Donc j'ai bien précisé ici qu'il y a un ordre. Donc chaque formule est un arrangement sans répétition de 4 parmi 6 et par suite le nombre grand N est égal à arrangement de 4 parmi 6 est égal à ce nombre-là. Donc on fait le calcul de 6 moins 4 plus 1. Le dernier facteur de ce produit, c'est 6 moins 4 plus 1, c'est 3. Donc c'est 6 multiplié par 5, multiplié par 4, multiplié par 3 est égal à 360. Et bien sûr, dans le cas où on ne considère pas un ordre précis, il n'y a pas d'ordre, donc chaque formule sera une combinaison de 4 parmi 6 et par suite le nombre n sera égal à la combinaison de 4 parmi 6. Je passe donc à la question 18. En donnant la forme géométrique et la forme algébrique du complexe 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 moins 2i, déterminer la valeur de tangente de cette pi sur 12. On commence donc par la forme géométrique, c'est-à-dire la forme trigonométrique. 1 plus i racine carrée de 3, c'est un nombre complexe usuel, son module c'est 2. En factorisant par 2, on obtient donc 2 facteurs de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. 1 demi et racine carrée de 3 sur 2 sont le cosinus et le sinus respectivement de pi sur 3. Donc le numérateur c'est 2 fois exponentielle i pi sur 3. Et de même, au dénominateur, on factorise d'abord par 2, on obtient 2 facteurs de 1 moins i. Et 1 moins i, son module, c'est racine carrée de 2. En factorisant par racine carrée de 2, on obtient donc 2 facteurs de cosinus de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Donc, c'est 2 racine carrée de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Égale donc 2 sur 2 racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et en utilisant les propriétés des exponentielles, exponentielle i alpha sur exponentielle i bêta est égal à exponentielle i alpha moins bêta. Donc c'est exponentielle i pi sur 3 moins pi sur 3, c'est 7 pi sur 12. On passe donc à la forme algébrique. 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 moins 2i égale donc. Il vaut mieux d'abord de factoriser ici par 2, c'est 1 demi, facteur de 1 plus i racine carrée de 3 fois 1 plus i. Nous avons multiplié par le conjugué du dénominateur. Après avoir factorisé par 2, il va nous rester ici 1 moins i. Le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Et ici, il va nous rester le module au carré de 1 moins i. Égale donc, en faisant le calcul, ce produit, on va obtenir donc la partie réelle, c'est 1 moins racine carrée de 3 sur 4. Et la partie imaginaire, c'est 1 plus racine carrée de 3 sur 4. Voilà donc l'écriture algébrique de ce nombre complexe. En égalisant donc ce nombre complexe avec celui-là, puisque c'est le même nombre complexe, on obtient donc, voilà, ce nombre complexe est égal à celui-là. Et par suite, la partie réelle de ce nombre est égale à la partie réelle du deuxième. Et la partie imaginaire de ce nombre est égale à la partie imaginaire du deuxième. On obtient donc la partie réelle de ce nombre-là, c'est racine carrée de 2 sur 2 cosinus 7 pi sur 12. Donc, elle est égale à 1 moins racine carrée de 3 sur 4. Et la partie imaginaire de ce nombre, c'est racine carrée de 2 sur 2 fois sinus de 7 pi sur 4. Elle est égale donc à 1 plus racine carrée de 3 sur 4, ce qui donne, sans aucune difficulté,
cosinus de 7pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 facteur de 1 moins racine carrée de 3 sur 4. Et sinus de 7pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 facteur de 1 plus racine carrée de 3 sur 4. Et par suite, tangente de 7pi sur 12 qui est égal à sinus sur cosinus égale donc, en simplifiant par racine carrée de 2 sur 4, il nous reste 1 plus racine carrée de 3 au numérateur et 1 moins racine carrée de 3 au dénominateur. Je passe donc à la question Q19. Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectivement petit a, petit b, petit c et petit d tels que la somme A plus C est égale à B plus D et le rapport C moins A sur B moins D est égal à I. Donnez la nature du quadrilatère ABCD. On va faire une petite analyse de la première condition. A plus C est égal à B plus D. On peut l'écrire sous la forme B moins A est égal à C moins D. Voilà. Et B moins A, c'est l'affixe du vecteur AB. C moins D, c'est l'affixe du vecteur DC. On obtient donc l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC. Donc le vecteur AB est égal au vecteur DC. C'est une propriété caractéristique du parallélogramme. Donc on déduit que ABCD est un parallélogramme. Deuxième point, on va analyser encore cette condition. C moins A sur B moins D est égal à I. Donc ce nombre complexe, bien sûr, appartient à IR. Et son module est égal à 1, puisque le module de I est égal à 1. Voilà, donc la première condition, C moins A sur B moins D appartient à IR, donne le fait que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Donc on a AC perpendiculaire à DB. Et ici, donc on va obtenir le module de C moins A est égal au module de D moins B. Propriété des modules, le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc, ce qui donne la distance AC est égale à la distance BD. Et nous avons dit donc AC perpendiculaire à BD et AC égale à BD. AC et BD sont les diagonales du parallélogramme ABCD. Donc, ce parallélogramme, il a des diagonales qui sont perpendiculaires et isométriques. Perpendiculaire, ça donne un carré. Isométrique, ça donne un losange. Pardon, perpendiculaire, ça donne un losange. Isométrique, ça donne un rectangle. Et par suite, ABCD est un carré. Je passe donc à la question Q20. Calculer la limite quand x tend vers 1 par valeur négative de f de x, où f de x égale exponentielle de 1 sur ln de x sur racine carrée de x moins 1. Alors si on fait le calcul direct, quand x tend vers 1 par valeur négative, ln de x elle tend vers 0 moins. X inférieur à 1, donc ln de x il est inférieur à 0. Donc il tend vers 0 moins. Son inverse, elle tend vers moins l'infini. Donc l'exposant ici, nous avons l'exposant tend vers moins l'infini, son exponentielle elle tend vers 0. Et ici, bien sûr, racine carrée de 1 moins 1, c'est 0. Donc nous avons bien une forme indéterminée, 0 sur 0. On peut penser à utiliser la règle de l'hôpital, mais ça va donner beaucoup de calculs concernant les calculs de dérivée du numérateur. Donc on va utiliser tout simplement les limites usuelles. Nous avons constaté que quand x tend vers 1 moins, 1 sur ln de x, elle tend vers moins l'infini. On peut penser donc à la limite usuelle, la limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle de t. Donc on va multiplier par 1 sur ln de x et on va diviser par ce nombre. On obtient donc la limite quand x tend vers 1 par valeur négative de f de x. Donc ici j'ai divisé par ln de x et j'ai multiplié ici par ln de x pour équilibrer la formule ou bien l'expression. Donc on obtient, c'est la limite, pardon, ici c'est la limite, j'ai oublié d'écrire la limite, quand x tend vers 1 par valeur négative, de 1 sur ln de x exponentielle de 1 sur ln de x, multiplié par ln de x, il va nous rester ln de x sur racine carrée de x moins 1. Pour faire apparaître encore une limite usuelle de la fonction ln en 1, j'ai multiplié et divisé par l'expression conjuguée de racine carrée de x moins 1. On obtient donc ln de x sur x moins 1 fois racine carrée de x plus 1. Voilà, donc ces deux limites, ils sont usuelles maintenant.
en posant par exemple t égale à 1 sur ln de x, on obtient la limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle de t, elle est égale à 0. La limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Et la limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x plus 1 est égale à 2. Donc c'est 0 fois 1 fois 2 est égal à 0. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العمل، وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.